Merci, bonsoir. Alors, je me présente, je suis Philippe Lasquez, je suis psychanalyste et sexothérapeute. Je pratique des thérapies individuelles et de couple en cabinet privé sur Bordeaux-Centre. Donc, le sujet de ce soir, vous le connaissez. Vous êtes venus très nombreux. C'est un sujet délicat, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de souffrance autour de ce sujet. Et je vais essayer de vous le présenter avec mon regard de psychanalyste. Je vais vous présenter d'abord la définition. Qu'est-ce qu'un manipulateur? Qu'est-ce qu'un narcissique? Qu'est-ce qu'un pervers? Je vous donnerai quelques outils pour essayer de repérer qui sont vraiment les pervers narcissiques. Parce que parfois on aurait tendance à dire que certains sont pervers narcissiques, alors qu'ils sont peut-être très manipulateurs, mais pas pervers, ou alors très narcissiques, mais pas pervers, et certains sont réellement des pervers. Et je vous dirai qui sont ces pervers et comment on peut les repérer. Puis je terminerai en vous donnant un petit peu leur mode d'action. Souvent on va entendre les victimes de pervers narcissiques qui vont dire mais j'étais sous son emprise, je n'arrivais pas à partir. Qu'est-ce qui se joue dans cette emprise? Pourquoi c'est si difficile de partir alors qu'ils nous font du mal, alors qu'ils nous font souffrir? Et puis je terminerai en donnant quelques pistes pour l'après. Que faire après avoir croisé leur chemin? Comment se reconstruire? Pourquoi se reconstruire? Et à quoi on peut accéder après? Alors j'ai commencé par les définitions. Tout d'abord le narcissique. Alors est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire qu'est-ce que c'est que le narcissisme? Des idées? C'est quelqu'un qui est très égocentrique, heureux que de lui-même. Alors il y a une question d'ego, effectivement. Alors est-ce que l'ego c'est forcément négatif? Non. Non, il faut savoir que l'ego, c'est ce qui nous permet en partie de nous construire. Alors c'est vrai que quand il est trop fort, c'est pas forcément une bonne chose, et c'est pas une bonne chose par rapport à qui ou à quoi? À l'autre. Effectivement, ça va avoir une influence sur le rapport qu'on a avec les autres. Est-ce qu'on laisse de la place aux autres ou pas? Est-ce qu'on prend toute la place ou au contraire, est-ce qu'on laisse toute la place? Alors dans le narcissisme, il y a une question également d'estime de soi, d'amour de soi. Si on regarde au niveau du mythe fondateur, il faut savoir que le narcissisme, ça a été défini par Freud notamment, au travers de la psychanalyse. Alors le mythe de Narcisse, on a l'image de Narcisse qui s'aime beaucoup, et qui se regarde dans un lac, et qui ne peut pas se défaire de cette image. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Narcisse, s'il se regarde, c'est parce qu'il s'interroge. Il s'interroge par rapport à lui, par rapport aux autres. Narcisse, tout le monde l'aime, tout le monde l'admire, et lui, il ne comprend pas. Donc pour essayer de comprendre, il va regarder son image, dans ce miroir. Donc dans la notion de narcissique, il y a un rapport à soi, mais il y a surtout un rapport à l'autre. L'autre, c'est également notre miroir. C'est lui qui nous renvoie notre image. Les côtés lumineux comme les côtés obscurs. Donc est-ce que d'après vous, il y a des gens qui ne sont pas du tout narcissiques? Est-ce qu'on peut ne pas être pas du tout narcissique? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Nous sommes tous à des degrés plus ou moins élevés. Nous sommes tous narcissiques. Ce qui va changer, c'est le degré, effectivement. Certains vont être peu narcissiques, d'autres vont être très narcissiques. Et ce narcissisme, il va donc jouer dans le rapport que l'on a à l'autre. Alors le deuxième mot qu'on retrouve, c'est le terme de manipulateur. Alors manipulateur, il faut savoir que étymologiquement,
Ça vient de la main. Manipuler. Je manipule mes notes. Je manipule le micro. Donc la manipulation, c'est un moyen d'agir sur son environnement, pour le transformer, pour s'en servir. Alors je vais poser la même question. Est-ce que vous pensez que dans cette salle, il y a des gens qui ne sont pas du tout manipulateurs? On manipule tous un peu, non? Oui. On est tous manipulateurs, comme nous sommes tous narcissiques, à des degrés plus ou moins élevés. Mais ce qui va compter surtout dans la manipulation, c'est pourquoi je vais manipuler. Qu'est-ce que je vais en faire? À quel escient? Pour faire le bien, pour faire le mal, pour moi, pour les autres. Le pervers, lui, on va voir qu'il est manipulateur et qu'il est narcissique. Mais il est surtout pervers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pervers, hein? Il faut savoir que le terme de pervers narcissique, il est assez récent. Il a été inventé par un psychanalyste en 1986 qui s'appelait Racamier, qui a récupéré deux notions de la psychanalyse, deux notions fondatrices, à savoir le narcissisme et les perversions. Alors nous, les psychanalystes, on fait la différence entre la perversion et la perversité. Le pervers, il est dans la perversion, mais il est surtout dans la perversité. Les perversions, il faut savoir que dans une perversion, on peut mettre beaucoup de choses. Et que nous avons tous également, comme le côté manipulateur et le côté narcissique, nous avons tous en nous des perversions. Donc elles sont plus ou moins marquées, elles sont plus ou moins acceptées ou rejetées par la société, mais elles font partie de notre construction. Alors est-ce que quelqu'un pourrait me citer une perversion, par exemple? Alors, on va souvent parler de perversion sexuelle. On va souvent faire le lien, mais pas que. Alors je vais vous en citer une, par exemple le fétichisme. Le fétichisme est une perversion. Est-ce que vous connaissez 51 degrés? Oui, oui. Alors ce fameux Christian Grey, est-ce qu'il est dans la perversion? Oui. Oui. Il est dans la perversion. Est-ce que c'est un pervers narcissique? Oui. Oui. Non. 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 C'est un bon névrosé. Comme on les aime, nous les psychanalystes. C'est un grand névrosé. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, on pourra prendre un narcissique pour un pervers parce qu'il pourra utiliser l'autre, il pourra manipuler l'autre pour se renarcissiser, pour élever son estime. Il va pomper l'énergie de l'autre, mais pour lui, pour son bien. Il va penser à améliorer son estime de soi, améliorer son amour de soi, mais pour ça, il va utiliser l'autre. Alors des fois, il va l'utiliser sans que ça provoque de souffrance chez l'autre, puis des fois, il va l'utiliser et ça va provoquer la souffrance. Mais son but, c'est pas de faire souffrir l'autre. Le pervers, lui, il manipule pour manipuler, sans but précis. Il manipule pour dominer l'autre. Parce qu'en fait, le pervers, c'est une structure psychique. En psychopathologie, on étudie le pervers, qu'on pourra associer au sociopathe, notamment, un terme un peu plus moderne, où lui, son but, c'est de dominer le monde. Parce qu'il a une peur atroce du monde extérieur. Et pour dominer le monde, qu'est-ce qui représente le monde? C'est l'autre. Donc il va dominer l'autre, et en le dominant, il peut le détruire. Il va provoquer énormément de souffrance. Ça va être sa manière à lui de lutter contre ses peurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la structure perverse, elle est proche de la structure psychotique. Un pervers n'est pas un psychotique, mais il y a certains points communs entre eux.
notamment le déni de la réalité, le clivage. Il va dire que c'est tout bon ou tout mauvais. Et il va cliver l'individu. C'est pour ça que parfois, il va élever sa victime au nu. Il va la flatter, lui dire que c'est la plus belle des personnes, la plus magnifique. Et puis, dans la même phrase, il va la rabaisser terriblement et la mettre plus bas que terre. Et ça, c'est très déstabilisant. Alors, d'autres exemples pour étayer ce que je viens de vous dire. Casanova. Vous connaissez Casanova? C'était un homme qui consommait les femmes. Il avait énormément de femmes. Et il dominait les femmes. Il les possédait. Sa manière à lui de les posséder, c'était la relation sexuelle. Alors, est-ce que Casanova est un pervers narcissique? Est-ce que c'est un pervers? Oui, non, non, oui. Non. Casanova n'est pas un pervers. Lui, en fait, il avait très peur de ne pas être un homme. Donc, en fait, il se rassurait sur sa capacité à être un homme, donc à donner du plaisir à une femme avec son sexe, et de manière compulsive. Donc, il était dans la répétition, c'est pour ça qu'il n'arrivait jamais à avoir une relation suivie, et il passait d'une femme à l'autre en permanence pour se rassurer. Donc, son but, c'était de se rassurer, de se prouver que c'était un homme. Son but, ce n'était pas de dominer pour dominer. Donc, ce n'était pas un pervers narcissique. Un autre exemple qui est bien connu dans la littérature, Don Juan. Alors Don Juan, qu'est-ce qu'il faisait? Il séduisait les femmes. Il séduisait les femmes, il leur donnait rendez-vous, et il n'allait pas au rendez-vous. Il envoyait son valet pour vérifier qu'elles étaient bien présentes. Donc on peut le classer dans quelle catégorie, Don Juan? Manipulateur, narcissique ou pervers? Narcissique, tout à fait. C'est quelqu'un qui avait une faille narcissique très grande, un gros problème d'estime de soi, et qui se rassurait en séduisant les femmes. Mais en même temps, il avait une peur atroce des femmes. C'est pour ça qu'il s'arrêtait à la séduction. Et un dernier exemple, l'actualité, il y a quelques années, a mis en avant un personnage politique sur le devant de la scène, connu pour ses frasques sexuelles. Donc je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas le droit, mais vous voyez de qui je parle. Alors est-ce que ce monsieur, dans quoi on va le classer lui? Tout à fait. Lui, c'est un pervers narcissique. Il aurait pu être président de la République. Mais il n'a pas été. Il a été classé comme sociopathe, en fait. Voilà. C'est des gens qui veulent dominer les autres pour dominer, uniquement. Donc il fait effectivement partie de la famille des pervers. Alors comment les repérer? Alors il y a plusieurs traits qui vont les permettre de le repérer. Alors quand on tape sur Google comment reconnaître un pervers narcissique, il y a énormément de choses. Alors effectivement il y a plusieurs psys qui ont travaillé dessus et ils ont établi une liste de 30 caractéristiques qui définissent un pervers narcissique. Si la personne a plus de 15 caractéristiques sur les 30, ça veut dire que c'est un pervers narcissique. Sachant que les pervers narcissiques, en général, ils dépasseront les 15 allègrement. Ils seront plutôt à 20, 25. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 30 caractéristiques, tout le monde s'y reconnaît dans une partie. Mais ça ne fait pas de nous des pervers. Alors je vous en cite quelques-unes. Il culpabilise sa victime en inversant les rôles. Il critique et dévalorise. Il se positionne en victime. C'est pas toi, c'est moi la victime. C'est pas moi qui te maltraite, c'est toi qui me maltraite. Il adapte son comportement aux situations, notamment quand dans les événements mondains, quand ils sont avec du monde, ce sont les plus parfaits des individus.
Ça leur permet de mieux dénigrer leur victime, et tu vois bien, tout le monde m'aime. C'est toi qui as un problème. Donc voilà quelques-unes de leurs stratégies. Hein. Si vous voulez le connaître, c'est facile, vous allez sur Google, et il vous dira le reste. Autre chose qu'on pourrait tous faire, hein. Ils prêchent le faux pour connaître le vrai, alors que ceux qui n'ont jamais prêché le faux pour connaître le vrai dans cette salle se lèvent. Mais surtout, il vous fait perdre vos repères. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus où vous en êtes. Il détruit votre estime. C'est pour ça que c'est si difficile de les quitter. Alors il y a une vidéo qui est pas mal aussi, qui circule sur la toile, qui a été faite par nos amis belges. C'est la vidéo de Fred et Marie. Donc ça a été mis sur le Facebook de l'association ce soir. Mais je vous invite à le regarder. C'est un peu, on va dire, caricatural, mais ça dépeint quand même relativement bien la réalité d'un couple composé d'un pervers narcissique et de sa victime. Elle dure une dizaine de minutes, c'est très facile à voir. Alors je parlais tout à l'heure l'emprise qu'ont les pervers sur la victime. Alors parfois on va entendre dire je savais qu'il me faisait du mal, je savais que ce n'était pas bon pour moi, mais je n'arrivais pas à partir. C'était impossible. Il y a une dépendance affective très forte qui se crée. Alors souvent, pas tout le temps, mais souvent, les victimes des pervers narcissiques vont avoir une dépendance affective très, très marquée. Ils vont avoir du mal à être seuls, à rester seuls. La solitude leur fait plus peur finalement que de rester avec le pervers narcissique. D'autres vous diront, mais je tombe toujours sur des pervers narcissiques. J'ai l'impression que je les attire. Comment ça se fait? J'aimerais comprendre. Il faut savoir que les pervers sont très doués pour repérer les failles de chacun. Ça fait partie de leur structure en fait, c'est leur mode de fonctionnement. Pour redominer l'autre, c'est une question de survie. Il peut y avoir aussi un phénomène de répétition. On a tendance à répéter les choses. Si on a connu un schéma dans son enfance où il y avait un des deux parents qui dominait l'autre, même s'il n'était pas pervers narcissique, si notre mode de relation s'est fondé sur dominant-dominé, ben si c'est la chose qu'on connaît, ben c'est vers ça qu'on se dirige. Puis également, dans notre société actuelle, il y a le statut de victime. On a tendance à valoriser, entre guillemets, le statut de victime. Par exemple, une réaction qu'on peut entendre, « Ah bon? T'as été avec un pervers narcissique? Oh, c'est ça alors ?» C'est notre société actuelle. Alors, une autre caractéristique qu'on retrouve également, c'est souvent les victimes de pervers narcissiques, au début de la rencontre, oui, c'est pas écrit sur leur front, c'est très difficile de les repérer de prime abord. On s'en rend compte qu'au bout de quelques temps, parce qu'au début, c'est les plus parfaits des individus. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui est parfait, méfiez-vous. Ils sont très charismatiques. Tout à fait. Ils sont très charismatiques. Et puis souvent, la victime, elle a une histoire douloureuse, une enfance douloureuse ou un passé douloureux. Et par honnêteté, elle va avoir tendance à raconter son histoire dès le début de la relation. Et il y a un moyen qu'utilisent les pervers narcissiques également, c'est que dès le début de l'histoire, de la rencontre, ils vont vous parler eux aussi de leur histoire, de leur enfance, de ce père ou de cette mère si terrible, de toutes ces souffrances. Alors la plupart du temps, ça sera un tissu de mensonge. Mais pour eux, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vont gagner votre confiance. La victime va se dire, il s'est confié à moi, il m'a parlé de moi.
faisant cela, d'ailleurs, ils utilisent leur part féminine. Parce que nous avons tous en nous, homme ou femme, une part féminine, enfin une part masculine. Et de la sorte, mais la victime, elle va également se livrer à eux. Et j'utilise bien le terme se livrer à eux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La victime, en racontant son histoire, le pervers la rappellerait ses failles et pourra ainsi mieux la manipuler. Il y a un autre processus qui se met en place également, c'est quand au début d'une relation, vous savez que le début d'une relation c'est très important parce que ça donne la coloration à la suite. Alors si on se positionne en victime dès le début de la relation, voilà, moi j'ai été victime de ça, de ci, de toutes ces choses, j'ai beaucoup souffert. Et là on se positionne en victime dès le début de la relation. Alors je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman. C'est un triangle. Alors, je vais vous dessiner si le feutre va bien marcher. Alors il y a la victime, il y a le sauveur, et il y a le persécuteur. Voilà. Et les trois, ça fait un triangle. Donc victime, sauveur, persécuteur. Alors si on se positionne en victime dans la relation, dans une relation on est deux. Et là il y a trois choses. Donc je suis victime. Je rencontre quelqu'un qui va se positionner en sauveur. Mais il y a aussi le côté persécuteur. Donc l'autre va être à la fois le sauveur et le persécuteur. Ce schéma correspond tout à fait à ce qui se passe avec un pervers narcissique. Il est d'abord sauveur, puis il devient persécuteur, puis sauveur, puis persécuteur, puis sauveur, etc., etc., etc. On s'en sort plus. Donc le pervers nous détruit pour nous dominer. Et puis s'il voit qu'on est trop détruit, c'est comme quand on a un jouet, si le jouet est cassé, on ne peut plus jouer avec. Donc quand il voit qu'on est trop bas, qu'on est trop abîmé, il nous revalorise. Il nous remonte un peu. Oh, tu es merveilleux, oh, tu es merveilleuse. J'utilise masculin-féminin parce qu'il va y avoir des femmes qui sont pervers narcissiques aussi. C'est plus rare, mais ça existe. C'est pas uniquement une tare masculine. Donc la victime perd pied. Elle comprend plus, elle comprend rien, elle est perdue. Un autre discours qu'on pourra entendre aussi dans un budget pervers, c'est tu n'es rien sans moi. Mais qu'est-ce que tu ferais sans moi? C'est comme ça que l'emprise se met en place. Si on n'a plus d'estime de soi, qu'on estime qu'on n'est plus rien, sans l'autre, et comment est-ce que je pourrais partir puisque je suis rien? Si l'homme n'est plus là, je n'existe plus. Emprise, dépendance affective. Puis il y en a d'autres qui vont se dire mais s'il est comme ça, c'est de ma faute. C'est parce que je ne suis pas assez bien. Peut-être même que je le mérite. Personne ne mérite de souffrir, personne ne mérite d'être détruit. Et d'autres qui vont se dire mais peut-être qu'il va changer. Peut-être que si moi je change, que je réponds à ses attentes, il va changer. Il va arrêter d'être comme ça. Alors la structure perverse, c'est pour la vie. Un pervers narcissique, ça ne se guérit pas. D'ailleurs les psys ne peuvent rien faire avec eux. Ils les refusent la plupart du temps. Dès qu'un psy détecte un pervers narcissique, le travail s'arrête. Parce qu'il n'y a pas de travail possible avec eux. C'est impossible. On ne peut pas changer un pervers narcissique. Il le sera toute sa vie. Un vrai pervers, bien sûr. Je ne parle pas du manipulateur ou du narcissique. Oui? Est-il conscient quand il manipule ou qu'il domine au moment où il le fait, en étant conscient de ce qu'il fait? C'est un peu comme le poisson dans l'océan. Est-ce que le poisson est conscient qu'il est dans l'océan? Non. Le pervers narcissique, c'est son mode de fonctionnement. Il a pas eu le choix. Il ne peut fonctionner que comme ça. C'est
sa survie en dépend. Si on met en défaut ce mode de fonctionnement, qu'on le met en échec, ça arrive. Quand on met un pervers narcissique en face du fait qu'il est pervers, en face du fait que c'est une mauvaise personne, ça arrive même qu'il se suicide. Ça peut arriver qu'un pervers narcissique se suicide. Parce que son monde qu'il s'est créé, son monde de domination, hein, le seul mode de fonctionnement qu'il peut avoir, il n'y en a pas d'autre pour lui, c'est pas possible, s'écroule, et donc il préfère la mort. Donc ils ne sont pas forcément conscients pour répondre à la question de ce qu'ils font en fait, puisque c'est la seule chose qu'ils savent faire. Alors comment faire malgré tout, parce qu'il y a quand même des moyens, heureusement, pour s'en défaire. Mais il va falloir essayer de ne pas répondre à ce qu'il attend, de ne pas rentrer dans son jeu manipulatoire. Alors il va avoir tendance à beaucoup critiquer, hein. Mais c'est par exemple ne pas se justifier par rapport à ses critiques et se mettre en mode miroir. Par exemple, s'il nous dit mais t'es vraiment pas intelligent, hein, on peut lui répondre mais qu'est-ce qui me prouve que toi tu es intelligent? Et là, il va rentrer en mode manipulation, il va se justifier, il va vous expliquer par mille et une raisons qu'il est plus intelligent que vous. Mais vous aurez inversé le rôle. Vous aurez inversé la donne en fait. Ce n'est plus vous qui vous justifiez, c'est lui. C'est aussi renouer avec ses proches, parce que je n'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose de caractéristique également. Un pervers narcissique va nous isoler. Il va nous couper des autres. Ah, tes amis sont pas bien. Ah, je les aime pas. Ah, je la supporte pas. Vraiment. Ou lui, alors, mais lui, l'invite plus. Donc, c'est renouer avec ses proches, avec qui il nous a coupés. Même si c'est difficile parfois, hein, parce qu'on peut se dire, après tout, peut-être que mes proches m'en veulent d'avoir coupé les ponts. Mais non. Ils vous en voudront pas, au contraire. Les vrais amis, les vrais proches, ils seront contents de vous revoir. Et ils vous aideront à vous défaire des griffes d'un pervers narcissique. C'est aussi remettre de la distance. Alors remettre de la distance, c'est quoi? C'est s'autoriser à faire des choses sans lui, même s'il n'est pas content. Sortez sans lui. C'est également s'autoriser à ne pas répondre au téléphone s'il vous appelle. Ou à éteindre votre téléphone. Ou à ne pas répondre aux SMS de suite. Ne pas être sous son emprise en fait. Ne pas être son petit chien-chien qui répond tout de suite. Tout ça en fait c'est pour mettre en échec ses stratégies. Parce qu'un pervers narcissique, si ses stratégies sont mises en échec, il va partir souvent. Enfin, souvent. Il peut partir. Parce qu'en fait, si sa victime ne correspond plus à ce qu'il attend, son mode de fonctionnement est en défaut, donc vu qu'il n'a que ça pour survivre, il va choisir une autre victime. C'est aussi oser détester. Parce que parfois, quand on a une estime de soi ou un amour de soi qui est altéré, on a tellement envie que l'autre nous aime qu'on va s'interdire de détester l'autre. Parce qu'on pense que c'est pas bien de détester. Et si c'est bien. Parfois on peut même haïr l'autre s'il nous a fait du mal. C'est aussi une notion de respect de soi, de son être. Et puis c'est aussi un moyen, ce qui se passe d'ailleurs assez souvent à la suite d'une psychothérapie, hein, de faire le ménage dans son entourage. De se débarrasser de toutes ces personnes finalement qui n'étaient là que par intérêt ou pour des raisons futiles. C'est un moment, hein, comme à chaque fois qu'on est en difficulté dans sa vie, de voir sur qui vraiment on peut compter dans son entourage. Et puis c'est ne pas hésiter à faire appel à un tiers. C'est une chose que déteste le pervers narcissique, c'est bien les relations à trois. Pour eux, c'est impossible à vivre.
Donc s'il a un ami ou une amie qui est très proche et qui est souvent à la maison, hein, ça le pervers narcissique ne le supportera pas. Donc n'hésitez pas à faire appel si c'est nécessaire, et la plupart du temps c'est aller à un médiateur, un avocat spécialisé, ou la justice, si c'est nécessaire. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Hein. Les pervers narcissiques aujourd'hui sont bien pris en compte par la justice, et tout le côté harcèlement, hein, qui est harcèlement moral. Il n'y a pas qu'à l'entreprise qu'on peut être victime de harcèlement. Hein. Dans son foyer aussi, dans son couple aussi. Et c'est aussi une violence psychique. Et puis c'est aussi essayer de garder son calme, de ne pas s'énerver. Ça le mettra en difficulté, parce qu'il verra que ce qui fait pour vous manipuler, vous poussez à bout, mais ça ne marche plus. Une fois encore, on met sa stratégie en échec. Il faut savoir, c'est que le pervers narcissique, lui, s'énerve très rarement. Et il ne perd pas le contrôle, parce que c'est des gens qui sont toujours dans le contrôle. Les seules fois où elle s'énerve, ça va être du cinéma, en fait, pour vous impressionner. Et s'il y a une chose que le pervers déteste, mais ça peut être dangereux, même si les pervers sont usent très rarement de violence physique, mais ça peut arriver. C'est l'humilier en public. Ils détestent ça. Ils ne le supportent pas. De casser leur image en public. Puisqu'en public, ils donnent toujours une image du genre idéal. Quelqu'un qui n'est pas violent. C'est rare qu'ils usent de violence physique. Je ne dis pas que c'est jamais le cas, mais c'est rare. Parce qu'en fait, la violence psychique, c'est leur arme favorite. Et souvent, ça va suffire à détruire l'autre. Il y a un autre moyen de se sortir de ce piège, mais ça va être de travailler son estime. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la plus grande partie des victimes des pervers narcissiques sont des individus qui ont une estime de soi défaillante, qui ont une image de soi défaillante. Donc quand on a une image de soi défaillante, on dépend beaucoup du regard des autres. On recherche beaucoup l'approbation, la reconnaissance. Donc si on travaille son estime, on a moins besoin du regard des autres, on est moins dans l'indépendance affective, et du coup on arrive plus facilement à quitter un pervers narcissique. C'est aussi renoncer à vouloir le comprendre. On ne peut pas comprendre un pervers narcissique. Ils ne sont pas câblés comme nous. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Essayez de lui trouver des excuses. Oui, mais s'il fait ça, c'est parce que si, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que non. Non. Il n'y a rien à comprendre. Juste que ce sont des pervers, des manipulateurs, et que le seul but, c'est de dominer l'autre. Et enfin, c'est réapprendre à désirer, à être à l'écoute de ses propres désirs. Tout ce temps qu'on a été sous l'emprise d'un pervers, on fait tout ce qu'il demande. On n'écoute plus ses désirs. Donc c'est réécouter ses désirs. Et oui, on a tous des désirs. S'autoriser à refaire des choses qu'on faisait dans le passé, qu'on aimait. Ça peut être un sport, ça peut être une activité artistique, ça peut être de la musique, de la peinture. S'autoriser à s'écouter, se respecter. Alors l'après, parce qu'une fois qu'on a quitté un pervers narcissique, c'est pas fini malheureusement. On est dans la souffrance, dans le manque. Alors il va falloir faire un travail qui va s'apparenter un peu un travail de deuil. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Le deuil du pervers, parce qu'il aura pris beaucoup de place dans notre vie. Il aura pris toute la place. Donc forcément, quand il ne sera plus là, il y aura un manque
manque immense. Donc il faudra faire le deuil de ça. Mais c'est aussi le deuil de la personne qui nous a fait croire qu'on était. Puisqu'en fait, c'est pas nous. Chez Jung, pour ceux qui connaissent Jung, on parle de persona. La persona, c'est l'image qui est visible à l'extérieur de nous, l'image qu'on donne à la société. Mais la persona, elle aura été détruite par le pervers. C'est un peu comme après un traumatisme. Il y a peut-être dans la salle des gens qui étaient venus à la conférence sur le traumatisme qu'on avait donné l'année dernière. Ou après un traumatisme, on doit reconstruire sa personnalité. Parce que l'ancienne personnalité est trop liée au traumatisme, donc on est obligé d'y renoncer. Mais là, c'est la même chose. On doit se reconstruire après avoir croisé un pervers narcissique. On retrouve aussi la notion de résilience, chère à Boris Cyrulnik. Donc ça, si on est bien entouré, si on est très bien entouré, on peut le faire tout seul, mais souvent, l'aide d'un thérapeute sera nécessaire pour reconstruire une image de soi et pour faire ce deuil. C'est difficile à faire. Puis le but, il y avait le terme de liberté dans le titre de la conférence. Alors ça a fait réagir certaines personnes sur le Facebook, et à juste titre, parce que c'est vrai qu'on a du mal à faire le lien entre la liberté et la rencontre avec un pervers narcissique. Mais la rencontre avec un pervers narcissique, une fois que c'est terminé, c'est aussi justement une occasion d'évoluer, de grandir, et de faire en sorte que si on recroise le chemin d'un pervers, on ne tombe plus dans ses filets, qu'on ait suffisamment d'estime de soi pour ne plus se laisser prendre à son piège. Donc c'est aussi un moyen d'évoluer, de grandir. Voilà, j'ai terminé pour ma partie. Je vous remercie pour votre attention. Je passe au micro. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Eric Vidal, je suis facilitateur de changement autrui, tout le monde. J'ai la chance ce soir de donner un petit peu cette conférence en compagnie de mes collègues, tout simplement. Moi, je vais reprendre certains points sur lesquels a appuyé Philippe précédemment, mais j'avais une question avant tout. Si vous osez bien y répondre, vouloir y répondre. Est-ce que vous avez l'impression maintenant, après l'intervention de Philippe, d'être assis ou assise à côté d'un pervers ou d'une pervers? Je n'ai plus que poser la question que beaucoup d'entre vous se posent. Quoi qu'il en soit, on a tous, un ou l'autre, croisé, sans le savoir peut-être, un ou une pervers narcissique. Voilà. Donc moi j'ai choisi ce soir d'aborder le sujet d'une façon un peu différente. Il y a certains points qui vont se regrouper avec ce qu'a dit Philippe, forcément, c'est logique. L'intitulé c'était, je pense, les pervers narcissiques et danger de liberté. Moi j'ai pris l'option de prendre ça sur le côté, le danger, certes, à travers la liberté. Voilà. Donc je vais rapidement vous donner une petite définition du pervers narcissique. Ensuite, je vais voir un petit peu le côté victime. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez des questions avant que je commence ou non? Des questions? Non, c'est parfait. Donc le pervers narcissique, c'est une personne qui est généralement atteinte de la personnalité narcissique et une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même ou qui se valorise en rabaissant les autres. Alors, la plupart du temps, pervers égale homme, mais bon, on ne peut pas se leurrer, il n'y a pas des hommes sur Terre. Comme je disais tout à l'heure, vous avez peut-être un conjoint, une amie qui est un pervers, un collègue, ou des gens membres d'autres familles. Vous avez sûrement un lien
étroit avec cette personne. La personne qui est victime d'un pervers narcissique, elle va ressentir la culpabilité, elle va se sentir dévalorisée, elle va recevoir de nombreuses critiques, elle ne se sentira plus la véritable personne qu'elle est réellement. En fait, elle se sent épionnée, elle doit faire attention en permanence à tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle dit, pour ne pas contrarier l'autre. Face au pervers narcissique, donc, il y a danger. En fait, ce danger, moi, je le vois à travers la liberté, la notion de liberté. La liberté de partir. Combien prendrait l'option parmi vous de partir? 2, 3. Il va falloir faire des thérapies axées sur le courage, une motivation. Et la liberté donc de partir, se détacher de la pervers narcissique, et pour les 99% de la salle, pratiquement, la liberté de rester, c'est-à-dire réagir et subir. Parce que là, je dirais condoléances. Donc partir, ou alors se détacher d'un pervers narcissique. Alors, je vais essayer de faire des coupes sombres de propos, parce que Philippe a quand même pas mal éclairci le sujet. Le pervers narcissique, il a un raisonnement simple. Je suis tout puissant. La puissance, c'est moi. Tout s'arrête là. Cette personne croit qu'elle a raison et que les autres ont tort. Il est donc difficile d'espérer de vouloir changer son comportement, c'est sûr et certain. La meilleure façon de s'en défaire, de se défaire de son emprise, est de mettre fin à sa relation. Particulièrement s'il s'agit d'une relation de couple. Rien n'est plus destructeur, je dirais, moi, je vais dire ça comme ça, ou nuisible d'avoir une relation de couple avec un pervers. Expérience dans la salle peut-être? Merci. En tout cas, je salue votre courage de témoigner. À court terme, je suis pas inquiet. À court terme, les personnes qui ont suivre une relation avec un pervers narcissique, par exemple dans un milieu professionnel, peuvent utiliser la contre-manipulation. À court terme seulement, parce que à long terme, vous ne gagnerez pas. C'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il va falloir communiquer avec le pervers narcissique à l'aide de phrases courtes, floues. Il ne faut pas lui laisser le temps de réagir. Il faut faire preuve d'humour et d'ironie. Le pervers narcissique ne doit pas avoir de pouvoir sur vos émotions. Le pervers narcissique, c'est comme un thérapeute qui travaille sur vos émotions. Alors qu'un thérapeute travaille avec une orientation positive, lui travaille en négatif. Être victime d'un pervers narcissique crée une confusion mentale et empêche d'avoir des réflexions rationnelles. Le pervers narcissique cherche fréquemment à isoler la personne sur qui il exerce son emprise et tente parfois de lui couper tout contact, voire la majorité du temps, tout contact avec autrui, notamment les proches, la famille et les amis qui pourraient lui être salutaires. Malgré cela, il est important de mettre son entourage au courant, comme je disais tout à l'heure, de ne pas hésiter, si vous avez été éloigné de votre famille, de se rapprocher d'une amie, quel qu'en soit le moyen, et de demander de l'aide. Des amis suffisent parfois à venir en aide à une personne victime d'un narcissique, d'un pervers narcissique. Partir est donc une des solutions. Rester, pour les moins téméraires, si on peut dire ça comme ça, peut être une solution de liberté également. Il existe des thérapies pour aider un pervers. Alors les thérapies, moi personnellement, je ne suis pas certain, et comme dit Philippe tout à l'heure, de toute façon, même si la thérapie, elle va pouvoir améliorer certains points, mais la thérapie ne fonctionnera pas. Vous ne guérirez pas un pervers narcissique. Donc, vous perdez votre temps, et si c'est vous qui payez, votre argent. Le trouble de la personnalité narcissique est difficile à soigner. En fait, le principal intéressé ne s'aperçoit pas tout le temps qu'il en est atteint. Donc, comment voulez-vous soigner quelqu'un qui n'est pas conscient de sa pathologie?
Habituellement, donc, c'est l'entourage de la personne qui va déclencher cette thérapie. Il va, après avoir constaté le trouble, déclencher et essayer la thérapie. En général, le pervers narcissique a souvent une vie de couple instable et des rapports avec un entourage familial ou social qui sont assez conflictuels. Différentes psychothérapies peuvent seulement aider le pervers narcissique à faire ressortir son mal-être de sa personnalité, mais en aucun cas ces psychothérapies n'arriveront à le soigner. C'est échec d'avance. Il existe le type de thérapie familiale, par des sessions de discussion au sein de la famille, afin d'explorer les différents conflits, sources de conflits et les problèmes de communication. Il existe des thérapies de groupe, des rencontres avec des personnes qui ont eu le même type de problème, de fréquentation, je veux dire, et ces thérapies visent à améliorer les relations entre eux. En fait, il existe la thérapie individuelle. Celle-ci, elle est très astreignante, elle va prendre des années pour un résultat qui, à l'arrivée, sera un échec. Donc, beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Voilà. Après avoir nous passé sur donc, la liberté de rester, la liberté de partir, je vais donner mon point de vue. Si vous restez, vous vous mettez en danger. Vous mettez également en danger les membres de votre famille, si c'est votre conjoint, notamment vos enfants. Et vous pouvez également mettre vraiment en danger le pervers narcissique, même si c'est très rare en cas de violence, même si ça reste de l'ordre de l'exceptionnel. Pour moi, la solution unique, c'est aucun contact. Quand je dis aucun contact, c'est zéro contact, c'est-à-dire rompre la relation sans prévenir, sans faire de cadeau, du jour au lendemain, à l'instant même, à la minute. Pour cela, vous allez faire un bourreau, donc soyez son bourreau. Du jour au lendemain, vous rompez la relation. Vous devez faire donc le possible, votre possible, parfois l'impossible, pour ne pas être seul ou seul, et éviter tout contact direct avec lui. C'est valable pour les appels téléphoniques, pour les textos, c'est bien, c'est encore plus, je dirais, plus cruel le texto que l'appel téléphonique. Vous ne devez pas, selon moi, vous confronter à un pervers narcissique, parce que quoi qu'il en soit, vous ne gagnerez pas. Il est fait pour détruire, et vous êtes sa victime. Donc vous pouvez vous amuser, mais ça ne va pas vous amuser longtemps. C'est vous à l'échec, qui sera encore plus détruit si vous essayez de le combattre, de se confronter à lui. Si vous entrez dans le combat, il ne lâchera pas. Et vous en sentirez complètement épuisé, puisqu'il est supérieur, je vous l'ai dit, au tout début de propos. Le pervers narcissique a zéro empathie. Donc, c'est perdu. Ce qui fait la force directe, c'est que face à l'empathique, il ne ressent absolument aucune empathie pour ses victimes. Donc, on ne le touche pas. Comme le disait Philippe tout à l'heure, faire une scène de, je dis bien, je mesure le propos, une scène de faiblesse, ce ne sera que du cinéma, rien de vrai. Le deuxième point, le pervers narcissique va utiliser son énergie, cette énergie de votre confrontation, pour se nourrir de sa victime. C'est-à-dire que plus vous allez le combattre, plus il va se nourrir. Vous n'en rendrez même pas compte, vous allez vous épuiser et lui va se nourrir. En fait, vous allez le confronter à lui, vous allez le renforcer. Le pervers narcissique est un maître de la manipulation. Donc, nourrir son narcissisme devient un art pour lui. Il va utiliser la confrontation, il va complètement la retourner à son profit. Vous allez donc le nourrir en énergie, et vous allez donc, au fur et à mesure que vous allez nourrir votre pervers narcissique en énergie, puisqu'il s'agit bien de votre pervers narcissique, et pas le mien, on est bien d'accord, vous allez vous épuiser.
Les pervers narcissiques veulent de l'attention. Ils veulent sentir qu'ils ont de la valeur, de l'importance dans la vie de leur victime. Donc si vous confrontez à eux, forcément, vous leur donnez de l'importance et de la valeur. De plus, vous êtes dans leur jeu. Le pervers narcissique n'entend pas forcément les mots que vous prononcez, car les mots ne sont que des mots pour eux, vides d'émotion. Si vous dites à quelqu'un, normalement constitué, vous parlez comme ça, vous lui dites je t'aime, la personne va quand même avoir une certaine émotion. Si vous dites je t'aime à un pervers narcissique, c'est comme si tu veux de la soupe, bonsoir ce soir, c'est pareil, il n'y a aucune émotion, rien, c'est vide, il ne les perçoit pas. Enfin, troisième point, le pervers narcissique aime la vengeance. Donc, toute confrontation est une perte d'énergie, une tentative inutile. Inutile également de communiquer avec lui, même si vous lui racontez tout ce que vous voulez, que ce soit des louanges ou autres, le pervers narcissique va le considérer comme une attaque personnelle. Le pervers narcissique a donc une relation particulière, uniquement avec vous. Son seul but est de tirer profit de toute votre énergie. Vous êtes sa nourriture. C'est-à-dire que son but, c'est que vous le mettiez sur un piédestal et que vous lui vouiez un culte, comment dirais-je, le culte, the culte. C'est lui, c'est rien, même s'il vous fait croire parfois pour renforcer ses dires. L'échange ne va que dans un seul sens, le sien. Lorsque vous confrontez un pervers narcissique, ou si vous lui faites une remarque, il réagit tout de suite, même si la critique est vraiment mal perçue. Il peut attendre des mois, voire des années, mais il y aura toujours un moment où sa vengeance sera exécutée. En résumé, la méthode du zéro contact ne va pas vous éviter les représailles, les vengeances. Elle ne les évitera pas. Elle va seulement vous permettre de vous détacher émotionnellement des conséquences de leur vengeance. Vous allez pouvoir, peu à peu, par cette méthode du zéro contact, reprendre le contrôle de votre vie. Un pervers narcissique se sentira réellement déstabilisé devant une absence totale de réponse. Si vous ne lui répondez pas, vous lui accordez zéro attention, il est déstabilisé. Il aura le sentiment d'avoir échoué sur le contrôle qu'il a sur vous. S'il se rend compte définitivement qu'il a perdu tout contrôle, il va se désintéresser de vous et généralement se consacrer à sa prochaine victime. Ce que je suis en train de vous dire, que ma solution, c'est zéro contrôle. Et j'avais peut-être une chance de vous en sortir. Je reviens sur ce qu'a dit Philippe après. Travail de reconstruction par un thérapeute. En conclusion, la confrontation est un soulagement à court terme pour vous. Et donc, les conséquences, vous ne pouvez pas les éviter. Le pervers narcissique a fait son travail, il y aura des séquelles, il n'y est pour rien. Donc, il va falloir gérer les séquelles et vous reconstruire. L'objectif, de toute façon, pour un pervers narcissique n'a jamais été de construire une relation. Il ne veut jamais être en harmonie avec un autre être humain. Il ne veut jamais ressentir de l'amour ou en donner. Il en est incapable. Voilà, j'ai terminé mon propos. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce qu'un pervers narcissique a une seule victime dans la histoire ou est-ce qu'on en parle plusieurs? Alors, en général, ils ont une victime à la fois. Mais cependant, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre la victime, ils sont déjà en train de préparer la prochaine. Donc on peut avoir une période où ils ont deux victimes. Leur but, c'est de se nourrir.
Oui. Dans le développement personnel, souvent on dit qu'on rencontre notre propre miroir. Là, quand on rencontre un pervers narcissique, que peut-on dire? Casser le miroir. Il ne faut pas, dans le développement personnel, tout n'est pas bon à prendre. C'est suffisant comme réponse ou je... Non, mais moi, je veux bien répondre, mais par contre. Pardon? Je veux bien répondre. Allez-y. En fait, dans mon expérience, le pervers narcissique va se nourrir de la blessure, des blessures des personnes. Et donc, il va rentrer dans les flingues et se reconstruire, c'est justement réparer ses propres blessures. Maintenant, c'est votre expérience, ça reste à vous, bien entendu, ne pas l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Merci. La vengeance, Oui. c'est pas quoi? La vengeance. Pardon? La vengeance. Comment pour la vengeance? Il va lui tout se venger. Comment il va se venger? Qu'est-ce qu'il Mais il va continuer, il va se venger sur le long terme, on va dire. On dit qu'il reviendrait sur qui, pervers? Il va essayer de revenir, mais une fois que vous avez lâché, il reviendra. Parce que c'est le revenir. Il va toujours essayer de revenir. Oui. Vous parlez du zéro contact. S'il y a eu des enfants dans le couple, est-ce qu'ils sont en danger plus que la victime? Alors, les enfants, c'est généralement un point, je dirais, sensible. Pourquoi? Parce qu'il va jouer dessus, forcément. En même temps, je vous rappelle que le pervers narcissique n'a pas d'émotion. Tout ce qu'il pourra faire en jouant sur la corde des enfants, si on peut dire comme ça, ce n'est que de l'escroquerie et du mensonge. Donc à partir du moment où vous êtes bien conscient de cette notion-là, il n'a pas d'émotion, il ne peut pas avoir d'émotion pour ses enfants, même si ce sont ses enfants. Il faut bien être clair avec ça. Donc détachez-vous de cette idée-là. La question c'est est-ce que les enfants peuvent devenir victimes? Les enfants, pardon? Peuvent-ils devenir victimes alors? Oui, effectivement, ils peuvent devenir victimes, mais bon, ce sont que les enfants, c'est quand même votre devoir de les protéger, c'est vous qui allez trouver la bonne solution avec de l'accompagnement pour les protéger. Et comme disait Philippe tout à l'heure, au niveau des tribunaux, la jurisprudence maintenant ne donne pas raison aux pervers narcissiques qui sont relativement vite identifiés, et en principe, le jugement va dans le sens de la personne à protéger. Oui. Moi, j'ai été mariée 20 ans avec un pervers narcissique. Comment ça va maintenant? Comment? Ah non, mais j'ai divorcé. Je suis divorcée, mais c'est seulement les 2 dernières années que je me suis rendu compte que c'était un pervers narcissique. Pendant 18 ans, il n'a pas eu à part les valoriser de temps en temps, mais il n'a pas eu toutes les habitudes du pervers. C'est les 2 dernières années. Les 2 dernières années, peut-être qu'il a senti qu'il allait vous perdre. Mais en tout cas, j'ai vécu 20 ans. Et je n'ai pas souffert 20 ans. J'ai souffert 2 ans. Les 2 dernières. Vous ne seriez pas taillé aujourd'hui? Ah non, pas du tout. J'aurais pu. Non, j'ai pas voulu. Merci pour ce témoignage. Oui. Quelqu'un qui vous dévalorise tout le temps, qui vous critique tout le temps, mais qui ne vous fait pas éloigner la famille et les amis, en le classe où? Vous cassez-vous par rapport à quoi? Dans les 3 catégories. Selon vous? Toujours des critiques, toujours des valorisations, toujours... Depuis combien d'années? Non, mais quand ça existe. C'est passé 1 an. 21 ans? Non, 1 an. Ah non. Mais pas Moi je dirais dans la critique et échec. Oui, mais est-ce que c'est un pervers ou est-ce que c'est... Le moment qui ne vous éloigne pas des autres. Pour moi, ça reste un pervers. Pas spécialement assisté, mais ça reste un pervers. Je peux dire. En fait, je voulais préciser quelque chose. La question que posait madame, c'est quelqu'un qui nous dévalorise en permanence, mais qui n'éloigne pas l'entourage. Est-ce que c'est un pervers narcissique? Alors moi, j'ai envie de répondre, mais à quoi bon savoir si c'est un pervers narcissique? Si ça nous fait souffrir, si ça nous met en difficulté, si on n'est pas bien dans cette relation. Parce qu'on n'a pas parlé ce soir de relations toxiques, mais il y a des relations qui sont toxiques, alors que le conjoint ou la conjointe n'est pas pervers narcissique. À quoi bon mettre cette étiquette? Si on est en souffrance, si on estime que c'est pas bon pour nous, après c'est une question de respect de soi également,
de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue dans cette relation ou pas. C'est pas forcément nécessaire de savoir si l'autre est pervers narcissique ou pas. Ce qui est important, c'est d'être à son écoute et de se respecter. Si, parce qu'il y a d'un côté une possibilité de sauver quelque chose et de l'autre côté de dire non, c'est pas possible. Sauver quelque chose, c'est-à-dire Une relation. vous voulez savoir en fait si ça vaut le coup d'essayer de sauver quelque chose, parce qu'avec un pervers, ça vaut pas le coup de le faire. En fait, soit c'est un fonctionnement, soit c'est une personne. Tout à fait, tout à fait. En ce point, vous avez raison. Donc toute la difficulté, c'est de savoir si la personne est foncièrement pervers narcissique ou si c'est son fonctionnement. Si c'est sa structure de base ou pas. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il est très difficile de changer l'autre. Se changer soi-même, c'est compliqué, mais changer l'autre, c'est très 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 difficile. S'il y a d'autres questions, Oui, juste une. Vous avez beaucoup parlé du pervers narcissique dans les relations de couple, mais par contre il existe aussi dans les relations de travail. Et quand vous parlez du zéro contact après, dans une relation de travail, quand on arrive à sortir d'un pervers narcissique, on engage parfois des actions juridiques exactement comme dans un couple avec un divorce. Et quand il y a une action juridique, le zéro contact ne va pas forcément être possible. Est-ce que ça veut dire qu'on doit renoncer à toute action en justice pour se préserver? Alors, zéro contact, ça ne veut pas spécialement dire de renoncer à toute action en justice. On est d'accord. Alors vous allez me dire, effectivement, sur l'attaque à la justice, on se confronte. D'accord. Moi, personnellement, c'est une réponse perso que je vous donnais. Quelque part, la confrontation, dans ce sens-là, je la verrai. Effectivement, avec des moyens légaux, qui est donc la justice, comme on l'appelle nous. Après, je passerai par une action de prévention. C'est-à-dire que moi, dans un cas comme ça, je préférerais donc me retirer, quitte à démissionner ou chercher autre chose à côté, de façon à me préserver et pouvoir me reconstruire. Parce qu'il sera prêt à tout, au niveau professionnel, pour vous détruire. Ah oui, c'est sûr. Ah, d'accord. C'est sûr. Donc je me verrai mal le matin aller au bureau. Oui. Mais derrière, une fois qu'on est parti, voilà, on a zéro contact, on doit les Là, vous avez zéro contact. On a zéro contact, mais il y a quand même les tribunes. C'est des contacts, c'est tribunes, c'est pas pour c'est direct. Voilà. Des questions? Ah, madame. Quand vous parlez au niveau de la justice qu'a priori les juges maintenant sont certainement plus vigilants par rapport à ce qui est tout ce qui est harcèlement psychologique, perversité, etc., perversion, quelles sont les preuves que l'on peut apporter aujourd'hui aux juges, sachant que les pervers narcissiques ont un côté très borderline, parce que quand on va éventuellement porter plainte à la police, on vous répond souvent ah ouais, mais là, non, on peut rien faire, c'est la limite, quoi, hein, on peut rien faire. Donc, quelles sont les preuves? Parce que, comme vous dites aussi, hein, devant les autres, ils sont parfaits. Par contre, quand on se retrouve à la maison et que la porte est fermée, bah, c'est un autre visage. Donc, quelles sont les preuves que l'on peut apporter devant un juge pour justement faire valoir ses droits et surtout particulièrement pour les enfants, quand il y a des enfants? Alors, vous ramenez le cas du pervers narcissique au niveau du couple. On m'a dit comment je ferme la porte à la maison, comment ça se passe. C'est vrai que le pervers narcissique, en matière de jugement, de tribunaux, c'est très difficile à prouver. Très très difficile. Bon, il peut arriver qu'on les identifie, je ne dis pas, mais en matière de divorce, c'est très facile à réaliser. Donc à partir du moment où vous lancez la procédure, je vais passer tous les détails. Quand vous arrivez donc à partir, une fois que vous êtes parti, après il faut tenir. Mais là, vous êtes parti. Donc moi je le vois sur cet aspect de la séparation, du divorce pur, donc avec garde des enfants, le schéma classique on va dire. Actuellement en France, je crois qu'on doit être dans les 84% des mamans qui ont la garde. Donc ça pose pas de problème. À partir du moment où vous n'êtes pas toxicomane ou alcoolique, vous allez avoir la garde, enfin pas personnellement pour vous, mais on a la garde des enfants.
J'ai la garde, j'ai la garde de mon fils, il n'y a pas de souci, sauf que j'ai en face de moi quelqu'un qui essaye par tous les moyens maintenant qu'il ne peut plus m'atteindre moi, puisque comme vous dites, je ne réponds plus aux mails, je ne réponds plus aux SMS. Maintenant, par contre, il passe par l'intermédiaire de mon fils, qui a 6 ans, qui vénère son père parce que son père est malheureux, parce que voilà, il lui fait des grandes scènes. Il est triste parce que voilà, il n'a pas son fils et que. Alors, je suis arrivé en retard avec tout le monde, c'est pas pour rien. J'avais justement encaminé quelqu'un, un peu plus jeune que vous, pour le même cas, donc dont le cas se présente. Donc, à part qu'elle est arrivée à divorcer, mais ça continue derrière. Okay. La solution, comme je discutais avec vous tout à l'heure, c'est d'avoir une thérapie, un suivi auprès de la maman, dans le cas de la maman, et de l'enfant, et par quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous n'avez pas de suivi, vous ne gagnerez pas. Il va quand même vous détruire, il va détruire l'enfant avec. Voilà. Même s'il faut passer encore par un deuxième jugement qui soit plus strict, vraiment plus strict, il ne faut pas avoir peur de pousser à ce niveau-là, mais il ne faut pas lâcher. Les jeunes enfants, il y a 6 ans, et à l'adolescence, c'est autre chose. Oui, justement, c'est pour ça. Le juge écoute l'enfant, il n'écoute plus les parents, même le parent qui est conscient. Je sais bien, mais que voulez-vous que je vous dise? Je ne vais pas vous dire de laisser faire en permanence et d'abandonner votre enfant. D'accord. Enfin, moi, je ne sais pas en conception. La solution, c'est de rester vigilant et de se protéger au maximum. Après, bon, on ne va pas refaire le système judiciaire français, ça prendra trop de temps, je pense, et on n'ira pas, je pense. C'est peut-être plus pervers le système judiciaire français, je pense. Voilà, je passe la parole à ma collègue. Ah, une dernière question. La même question pour les 15% qui restent dans les séparations avec enfants. Pour les 15% qui restent, c'est-à-dire Vous parliez des 85% des cas des mères. Oui. Pères d'enfants, si on suppose un couple où la mère serait perverse et narcissique et que le père arrive à partir, je pose la même question que la dame, comment on peut faire Qu'est-ce que vous voulez donner exactement? Ça, vous ne pourrez pas le prouver difficilement, à part qu'il y a un diagnostic médical, c'est tout. Voilà. Après, bon, vous n'êtes pas à l'abri du. Allez, vous êtes fort, hein, vous êtes méchant, du dialogue judiciaire. Et le 7 fois de parade. Est-ce qu'on a aujourd'hui un nombre de pervers narcissiques, enfin des statistiques sur les étiquetés, on va dire? Il existe des statistiques, mais comment vous pouvez avoir des statistiques qui sont vraiment réelles, honnêtement? Qui sont étiquetés. Voilà, c'est comme. Je vais prendre plus fort tout à l'heure, c'est comme si vous étiquetiez les pédophiles. Non, est-ce qu'aujourd'hui, on a un chiffre? Oui, il y a des échantillons, des statistiques, mais bon, on ne peut pas dire il y en a tant réellement qui sont. Parce qu'il y a combien de pervers narcissiques qui ne sont pas déclarés entre guillemets, qui ne sont pas identifiés. C'est très difficile. Mais comme il y en a qui sont étiquetés, est-ce qu'aujourd'hui on a un chiffre? Je ne sais pas. Oui, il y en a, mais je ne connais pas. Je pense que... Non. Merci, bonne journée. Bonsoir, je m'appelle Annabella da Silvanetto, je suis praticienne en hypnose, en PNL et ainsi qu'en EMA et MO, qui est l'actualisation par les mouvements oculaires. Je ne vais pas reprendre toutes les définitions parce que mes collègues l'ont super bien fait. Moi, je vais plus vous donner des exemples de personnes pervers narcissiques. J'ai 2 cas autour de moi, 2 femmes qui l'ont vécu, et je vais vous dire comment elles ont fait pour s'en sortir. Dans les 2, il y a quelque chose qui m'a interpellée, elles se sont mises à écrire. Parce que pendant un moment, elles se sont posées la question, est-ce qu'elles ne perdaient pas elles-mêmes la tête dans ce qu'elles vivaient, dans ce qu'elles ressentaient, dans tout leur aspect de leur vie. Elles en arrivaient même à se poser la question, est-ce que j'ai bien dit ça ce matin? Donc elles se sont mises, les 2, c'est ce qui m'a énormément surprise, les 2 personnes, elles se sont mises à écrire, mais toute leur journée détaillée. Qu'est-ce qu'elle disait à l'autre? Qu'est-ce que l'autre lui disait? Elle notait même les heures. Parce que la personne, elle va tout utiliser en fait, elle va tout inverser. Et en fait, ça a été des années. Une, elle a vécu quand même des 18 ans
avec la personne. Ça m'a fait un petit peu écho ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'elle s'en est pas aperçue. Les premières années, c'était son petit prince charmant, quoi. L'homme idéal, parfait. Ouais, tout allait bien, et ça a été petit à petit. Et elle s'en est pas rendue compte de suite. Effectivement, on écarte l'entourage de la personne. Elle arrive elle-même à s'en éloigner, puis elle ne communique pas, ou le peu qu'elle va essayer de communiquer lui montre tellement quelqu'un qui est agréable. Ce sont des personnes qui sont très intelligentes, donc ils vont utiliser cette intelligence. Et du coup, face à leur entourage, face au public, c'est la personne elle-même qui se referme en fait en disant c'est moi qui ai un problème. Parce que lui est mis en avant, sans arrêt, sans arrêt. Sur les deux personnes, quand on dit s'éloigner, quitter la personne, dans le meilleur des cas, quand c'est possible, oui, fuyez, donc danger. Donc une a fui. Une était dans un département où elle a fait l'opposé de la France. Malgré ça, est-ce qu'elle s'était libérée de ce danger? Non. Pourtant, elle était à des kilomètres. Et la deuxième, qui ne s'est pas éloignée à des kilomètres, c'est rigolo d'ailleurs, ils habitaient à résidence côte à côte. Elle a fait tout un travail sur elle, en étant à quelques kilomètres, elle le voyait, ils se voient même encore, ils arrivent de se voir, mais elle a travaillé sur elle et elle est capable, il vit à côté. Mais voilà, la rupture n'existe plus. Et elle s'est libérée. La deuxième personne, je suis un peu fière parce que c'est une praticienne aussi, je l'ai aidée à se libérer avec le MA. Et pourtant, c'est une femme qui a vu des psys, qui a fait tout un travail auparavant sur elle, qui lui a permis d'avancer à sa blessure, l'estime de soi, qu'on a beaucoup évoquée. Et voilà, elle restait coincée, elle était incapable d'avoir une autre relation, de faire tout simplement une autre rencontre masculine dans sa vie, et qui en fait la mettait dans un cloisonnement de vie totale. Donc cette méthode de MA, qui est l'actualisation par le mouvement oculaire, j'ai utilisé un protocole qui s'appelle féminin-masculin. Je ne sais pas ce qu'il y a eu en elle, parce que tout est en soi. Elle a trouvé une clé, on appelle dans ces protocoles, il y a une ressource qu'on appelle une méga ressource passe-partout. Elle a utilisé cette ressource. Et c'était beau son protocole parce que je l'ai vu se mettre à genoux d'un seul coup, et c'est elle qui demandait pardon. Pardon parce que c'était un cadeau qu'elle se faisait à elle-même. Elle est en train de se libérer. D'où pour moi la notion du mot dans la phrase qu'on a évoquée sur le thème danger ou liberté. Qu'est-ce qui est important pour soi? Est-ce que c'est rester dans ce danger qu'on a tous évoqué, ou est-ce que c'est arriver à se libérer? Peu importe la blessure, peu importe ce qu'on a rencontré, je pense que c'est ça le plus important. C'est trouver des clés, des outils, il y en a plein maintenant, qui vont correspondre à qui vous êtes, parce qu'on est tous différents, et certains vont accrocher avec un outil qui va peut-être être de la psychanalyse, ça peut être l'hypnose, ça peut être, et comme moi, qui accompagne avec le MA parfois. Donc c'est tous ces outils-là qui peuvent vous aider. Et pour moi, la notion de liberté est la plus importante. Parce que bien sûr, on se retrouve dans des expériences où on est en danger. Mais on l'accepte ou pas. Une fois qu'on a compris tout ce fonctionnement, comment fonctionne l'autre, et surtout quand on arrive à voir que les pervers, on n'en y arrive pas, et on ne sauve pas les autres. On se sauve soi de tout danger. J'ai eu l'expérience, moi, de rencontrer un homme, et je vais vous dire ce qui m'a aidé à voir que c'était un pervers narcissique. C'est très particulier, je pense à toutes ces femmes ou tous ces hommes qui le vivent, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance, j'étais en pleine formation de PNL. Et alors là, quand j'ai lu ces messages, ça se passait par SMS. Ça m'a interpellée. Je vais vous donner un exemple.
tu penses pas à moi, tu m'envoies pas de message. Ah bon. Le fait de ne pas envoyer un message, parce que ça veut dire qu'on ne pense pas à une personne. Bah, pas pour moi. Donc, je lui ai tout simplement demandé pourquoi le fait que je ne lui envoyais pas de message, il se permettait de dire que je pensais ou pas à lui. Et là, bah, il a déroulé. Et moi aussi. J'ai utilisé la PNL. J'ai utilisé un protocole, ce qu'on appelle le recadrage. Et là, bah, je l'ai coincé à son propre jeu rapidement. Et effectivement, quand on soulève, ils peuvent être violents. J'ai senti ça, qui soulevait cette façon de faire. Ils ont une façon d'utiliser, ça peut être très subtil. Hein. Dans son histoire, il était avec une femme qui s'est suicidée quand même, hein, qui s'est pendue. Il m'a envoyé une métaphore. Je n'ai pas apprécié du tout la métaphore. Alors je ne vous donnerai pas les mots exacts, mais c'était l'histoire de deux petits garçons qui étaient dans un asile psychiatrique. Et l'un d'eux joue avec l'autre. Et puis le directeur de l'établissement retrouve l'un des garçons pendu. Donc il demande à l'autre, qui lui a fait du mal. Et il répond tout simplement non, je l'ai juste accroché pour qu'il sèche. Et cette métaphore, ça m'a beaucoup interpellée. Et merci la PNL qui m'a permis de voir ce qu'il fallait voir. Et oui, j'étais là face à un pervers narcissique. Donc ma réaction, oui, couper tout contact, parce qu'ils vont loin, ils utilisent plein de petites stratégies. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné sur moi? C'est que moi-même qui avais cette blessure, pourtant auparavant, elle est toujours là, parce qu'elle reste, mais je dirais qu'on la travaille. Et bah, c'est cette blessure, l'estime de soi. Il n'a pas réussi à prendre cette petite ouverture, cette petite faiblesse. Quelqu'un le disait tout à l'heure, au fond. Effectivement, il l'a perçu, mais comme je travaille sur cette blessure-là, il n'a pas réussi à mettre la main dessus, tout simplement. Donc c'est quoi le plus important? Je reviens à ça, travail sur soi. C'est ça la liberté. Et si vous avez cette liberté, vous ne serez pas en danger. Voilà. Ce que j'avais envie de vous témoigner. Merci. Vous avez des questions? Alors, je voulais juste préciser que les deux personnes, les femmes que j'évoque, je ne nomme pas leur nom, elles savent que je parle d'elles ce soir. J'ai partagé encore ce matin avec l'une d'entre elles qui est à Biarritz. Elle est super contente qu'on parle de cela parce que ces mots, ça a été parlez-en. Parlez-en et puis donnez plein d'exemples. Et puis sa dernière phrase, ça a été, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en pensait de sa relation, qu'est-ce qu'elle en retenait. Ce sont deux individus, elle m'a dit, qui se sont rencontrés avec chacun des blessures différentes. Et pourtant, elle a vécu 18 ans, pas très agréable. Elle a eu des souffrances, hein, mais voilà ce qu'elle en retire. Et c'est celle qui est à quelques kilomètres de la personne. Donc, je trouve ça beau. Ça veut dire qu'on peut être à côté quand on ne peut pas, quand il y a des enfants où c'est difficile de s'éloigner, de plus voir la personne. Je pense qu'il est possible, oui, d'être à côté et d'agir tout à fait différemment en fait. Avez-vous des questions? Merci. Merci infiniment à vous tous. Merci aux trois personnes, aux trois praticiennes qui ont témoigné. C'était des belles interventions. On vous donne rendez-vous pour la prochaine. La prochaine conférence, c'est ça va être sympa ça aussi. Le 11/4
sur qu'est-ce que l'âme. Vaste sujet. Et 3 autres personnes qui interviendront. Moi, je pense que j'ai bien envie d'intervenir pour ceci. Je vous souhaite une belle soirée à vous tous et à vous toutes. Merci encore infiniment d'être venus. Au revoir.